Cette mobilisation citoyenne et militaire qui force l'admiration, en effet, repose sur toute une série d'expériences intérieures, d'actions collectives que nous avons vues en Ukraine. Et on peut bien évidemment remonter très loin dans l'histoire ukrainienne, mais je commencerai à dérouler le fil à partir du Maïdan et ensuite de la guerre du Donbass. Donc le Maïdan, ce mouvement citoyen, porté par des gens ordinaires qui se révoltent face à la décision du président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, de mettre un cran d'arrêt au processus d'intégration, d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et donc déjà à l'époque, on a vu beaucoup d'Ukrainiens venus de différents coins d'Ukraine venir à Kiev, s'installer autour de cette place centrale qui est devenue un lieu d'occupation. Et développer toute une série de routines très ordinaires de maintien de la vie sur le site. On a vu des gens faire de la cuisine, on a vu aussi déneiger, on les a vus monter les barricades et garder ces barricades, on les a vus ensuite résister aussi. À partir du moment où le régime a décidé de réprimer la mobilisation, donc on a vu ces citoyens ordinaires, hommes et femmes, se mobiliser aussi et se défendre face à l'agression. Mais ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui ont maintenu cette mobilisation. Donc d'abord l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, et ensuite les débuts de la guerre du Donbass. Et je pense qu'à cet égard, les sciences sociales, et notamment toutes ces approches continuistes en sciences sociales qui nous montrent que les guerres sont certainement des moments de rupture brutale, la brutalité de la violence, reconfiguration brutale aussi des rapports sociaux, sont révélatrices aussi d'un certain nombre de dynamiques et de pratiques sociales beaucoup plus routinières, plus ordinaires, qui travaillent les sociétés en profondeur. Et je pense que l'Ukraine aussi s'inscrit dans ce cas-là, au sens où au début de la guerre du Donbass, donc au printemps 2014, en été 2014, on a vu se constituer de puissants réseaux de bénévolat. Donc des citoyens ordinaires, hommes et femmes, qui se mobilisaient, d'abord à l'arrière, donc en aide, en assistance par rapport aux lignes de front. Et on a vu deux grands axes émerger donc, dans cette action citoyenne. Le premier axe, c'était la prise en charge des victimes civiles du conflit armé, puisque déjà à l'époque, l'Ukraine a connu un déplacement extrêmement important de population. Au total, à peu près 3 millions de personnes ont dû fuir, quitter leur maison, donc il a fallu organiser leur accueil. L'État étant lui-même dépassé et en pleine recomposition également. Et donc, beaucoup de bénévoles ont pris en charge précisément cette assistance portée aux civils, l'accueil dans les gares, la recherche de logement, les provisions, les vêtements, l'accompagnement dans les différentes démarches. Et le deuxième axe, autour de cette mobilisation citoyenne, portait plutôt sur la solidarité avec les lignes de front. Il se trouve que des années de sous-financement ont totalement amoindri l'armée ukrainienne. Et donc, il a fallu collecter aussi des dons et acheter un certain nombre de biens, livrer des provisions, livrer de l'eau, parfois livrer même des équipements légers aux soldats déployés sur le front. Et donc, c'était un deuxième type d'activité autour desquelles les réseaux citoyens se sont structurés. Et par la suite, il ne faut pas oublier que la guerre a duré donc jusqu'à cette nouvelle phase de l'agression russe, le 24 février 2022. La guerre avait duré déjà 8 ans. Donc entre 2014 et aujourd'hui, et ces réseaux ne s'étaient pas pour beaucoup démobilisés. Pour certains, des groupes citoyens constitués en 2014, ils se sont institutionnalisés, donc transformés en ONG, et agissaient parfois même avec l'assistance internationale, humanitaire internationale. D'autres ont continué à fonctionner de façon assez informelle, donc des petits groupes de connaissances ou encore d'amis, des groupes familiaux, un peu en écho à l'importance de l'informalité aussi dans la société ukrainienne. Et pour ce qui est de la partie militaire, il y a eu aussi des vagues de mobilisation. D'abord en 2014, on a vu ce phénomène d'engagement armé, volontaire, des hommes et surtout des femmes, la conscription auquel n'était pas ouverte à l'époque, ont pris des armes et ont intégré des structures ad hoc, qui étaient créées vraiment en situation de conflit armé, à la fois sous l'égide de l'État, mais c'est aussi en dehors de tout cadre étatique. Et donc on a vu ces bataillons d'engagés volontaires, extrêmement motivés pour combattre, et cette motivation contrastée avec le manque d'implication dans les forces armées. Et ensuite, il y a eu des vagues de mobilisation générale aussi, pendant la phase chaude du conflit armé, donc entre 2014
Et 2016, il y a eu au moins 6 vagues de mobilisation avec au total 200 000 personnes concernées. Et comme j'insiste là-dessus, en fait, il y a une continuité de la guerre depuis déjà 8 ans, il y a eu d'autres personnes appelées à servir dans l'armée, déjà plus tard dans les phases moins chaudes du conflit sous forme contractuelle. Et donc au total, l'Ukraine dénombre à peu près 400 000 personnes qui ont une expérience combattante, hommes ou femmes, et qui se sont aussi pour la plupart mobilisés suite à l'invasion russe, ce qui fait que ces unités de la défense territoriale, donc qui sont déployées en deuxième ou en troisième ligne derrière l'armée, ont vu de nouveau ce phénomène d'engagement volontaire de la part des citoyens. Et donc ce sont l'ensemble de ces réseaux et de ces expériences intérieures qui assurent aujourd'hui la logistique et qui inscrivent dans la continuité la mobilisation. Le rôle des femmes dans la mobilisation tant militaire que citoyenne est important, même si toujours aussi peu visible, je dirais. En Ukraine, la répartition des attributs sociaux et des rôles est toujours structurée de façon genrée et repose sur un certain nombre de représentations assez traditionnelles, voire même patriarcales. Aux hommes, le courage, la force physique, je veux dire, et donc le combat armé, la défense de la patrie en temps de guerre, mais c'est aussi le travail productif qui leur est dédié donc, en temps de paix. Et aux femmes, à la fois, on leur accorde ce travail productif, un peu dans la continuité de l'émancipation en trompe-l'œil dont elles avaient bénéficié à l'époque soviétique, mais les femmes aussi assurent une grosse partie du travail reproductif. Parfois, comme notamment en temps de guerre, c'est carrément le devoir, c'est énoncé en termes de devoir, et les femmes sont protectrices aussi de la nation. Donc, elles sont censées plutôt rester à l'arrière, et on voit beaucoup d'images aujourd'hui, notamment dans les médias, de femmes qui sont mobilisées à l'arrière, mettent en place des ateliers de tissage, des filets de camouflage, qui font de la cuisine et donc préparent des repas chauds pour des hommes qui sont engagés à l'avant, donc sur le front. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des phénomènes d'engagement armé aussi, qui est propre aux femmes, et c'est ce que nous avons vu en 2014 également, donc avec les débuts du conflit armé dans le Donbass. À l'époque, donc, les femmes s'engageaient plutôt dans des bataillons d'engagés volontaires, la conscription concernant principalement les hommes et les femmes n'exerçant que quelques métiers à l'intérieur de l'armée. Mais on a vu ces femmes engagées volontaires exercer des métiers qui leur étaient interdits, en fait, du point de vue réglementaire au sein des forces armées ukrainiennes. Les métiers de tireurs, de conducteurs de chars ou encore de snipers, elles avaient, par leur pratique et par la pratique de la guerre, de leur engagement armé, montré que ces métiers devaient être ouverts également aux femmes. Et en fait, lorsque le conflit est entré dans une phase plus gelée, en fait, cette situation de ni guerre ni paix qui avait s'était installée durablement le long de la ligne de contact, donc entre les territoires ukrainiens et les territoires sous contrôle ukrainien et les territoires séparatistes, des femmes, notamment des ex-combattantes, se sont mobilisées pour rétablir cette égalité de droits, donc des femmes dans les forces armées. Il y a eu cette initiative appelée Bataillon invisible, donc portée par des ex-combattantes, mais aussi par des femmes intellectuelles, des féministes, sociologues, qui avaient à la fois mené un travail sociologique pour recenser les différentes discriminations dont les femmes ont fait l'objet au sein des forces armées, mais c'est aussi dans le dur et le difficile retour à la vie civile. Il y a eu 3 études, 3 volumes qui sont sortis donc au terme de ce travail, mais ils se sont aussi engagés pour faire des plaidoyers auprès des autorités politiques et notamment des plaidoyers auprès des forces armées. Et ce travail de lobbying a abouti à des amendements donc, qui avaient été importés au règlement de l'armée ukrainienne en 2018. Et depuis, la plupart des métiers, notamment des métiers de combat aussi, sont ouverts également aux femmes. Et donc c'est par leur engagement sur le terrain et ensuite un travail de plaidoyer politique qu'elles avaient aussi obtenu au moins la reconnaissance de cette égalité des sexes. Cette construction nationale, et là pour le coup je vais privilégier le temps long, elle remonte effectivement à la fin de l'URSS et à la création dans les différentes républiques soviétiques encore, y compris en Ukraine,
des mouvements nationalistes et anticommunistes, donc qui se mobilisaient à la fois, qui dénonçaient un certain nombre de règles et de principes soviétiques, la domination du Parti communiste, mais qui demandaient aussi, quand je dis nationaliste, qui portaient un projet de construction d'un État-nation au sens politique du terme, et qui demandait donc l'indépendance de l'État ukrainien. C'est à ce moment-là que cette construction nationale s'engage, à partir des bases politiques, puisque en fait ce n'est pas l'ethnicité ou encore la pratique d'une langue qui détermine l'appartenance à la nation ukrainienne. C'est une nation qui est pensée, la citoyenneté qui a été pensée de façon ouverte à l'ensemble des citoyens qui résidaient donc à l'effondrement de l'URSS en Ukraine. Et ce qu'on voit par la suite, c'est que ce projet politique a persisté et la construction nationale était effectivement guidée par l'appartenance et le sentiment d'appartenance à un projet politique, et non pas une fois de plus toutes ces dimensions ethniques ou encore linguistiques. L'Ukraine est restée et l'est toujours en fait un pays bilingue à plus de 94%, du moins le bilinguisme passif. Et dans différents contextes, on peut voir des situations de ce bilinguisme où certains vont parler en ukrainien, parce que la pratique de l'ukrainien leur est propre en fonction de leur provenance de différentes régions, plutôt du centre et de l'ouest du pays. Et les personnes, les interlocuteurs peuvent répondre en russe parce qu'ils proviennent d'autres territoires. Et effectivement, on le voit du point de vue régional, il y a quand même la pratique est structurée d'après cette ligne régionale. Le centre-ouest est plutôt ukrainophone. Les grandes agglomérations de l'Est et du Sud, mais aussi du centre du pays, sont russophones, puisque la promotion sociale continuait avant la guerre, en fait, à se faire par le russe. Et donc, ce qui privilégiait aussi la pratique du russe au quotidien. Et ensuite, dans les campagnes, tant à l'Est qu'au Sud, c'est plutôt le mélange, en fait, propre des territoires frontaliers, donc à la limite entre la Russie et l'Ukraine, ce mélange du russe et du ukrainien qui était pratiqué et qu'on appelle en Ukraine le surjik. Donc avec des mots d'ukrainien et de russe mélangés, et parfois dans des combinaisons d'ailleurs très particulières, très locales, enfin, ce qui donne une sorte de patois locaux. Et cette construction nationale, bien évidemment, s'est accélérée avec les débuts de la guerre du Donbass, donc la guerre qui, pour beaucoup Ukrainiens, la responsabilité pour laquelle, en fait, pour cette guerre, pour beaucoup d'Ukrainiens, revient à la Russie, puisque la Russie a effectivement appuyé et exploité un certain nombre de frustrations identitaires, donc des populations de l'Est et du Sud, a apporté diverses aides logistiques, militaires, financières, donc au projet séparatiste des deux territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk. Et donc, cette construction nationale s'est poursuivie, mais par opposition à la Russie. La Russie ayant été perçue, à la fois au niveau des élites, mais aussi pour beaucoup au niveau des populations, comme le pays agresseur, en tout cas responsable de l'irruption de la violence armée donc, à l'est du pays. Et donc, ces projets s'est poursuivis par distanciation vis-à-vis de la Russie, avec un certain nombre de mesures législatives adoptées. Je pense notamment à la loi sur l'enseignement, une volonté des législateurs ukrainiens de promouvoir la langue ukrainienne dans l'enseignement et donc toutes les matières, et non seulement la langue enseignée, mais en plus l'ensemble des matières enseignées en ukrainien, avec quand même des possibilités qui étaient laissées également aux différents groupes minoritaires ou encore donc, aux russophones également, donc d'avoir des cours spécifiques de langue. Cette loi date de 2017 et ensuite on a eu aussi une nouvelle loi sur la langue. L'ukrainien est la langue nationale depuis 1989 et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remonter à la fin de l'URSS pour cette construction nationale. Mais dans ce contexte de guerre, il y a une volonté effectivement de renforcer la pratique de l'ukrainien, le russe étant considéré comme la langue d'une puissance d'un État ennemi, d'un pays agresseur. Et donc en 2019, il y a une loi pour censée favoriser la pratique de l'ukrainien dans d'autres sphères, les sphères qui étaient moins touchées par cette ukrainisation, comme par exemple le commerce ou encore d'autres types de services. Et donc on a essayé d'imposer, les médias également, avec un certain nombre de quotas, on a essayé de promouvoir et de favoriser la pratique de l'ukrainien dans ces secteurs aux dépens du russe. Et je dirais que cette invasion russe, elle va renforcer ces processus nécessairement, tant par le haut, par la volonté tout simplement des autorités de marquer une rupture
avec la Russie que par le bas. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens, mais qui sont russophones, en tout cas qui pratiquent le russe avec moi, qui du jour au lendemain ont basculé vers l'ukrainien. C'était une manière pour eux de signifier voilà, leur opposition à l'agression, bien évidemment, le dénoncer l'agression et la violence de cette agression russe, mais c'est aussi une manière de signifier pour eux précisément cette appartenance nationale et donc mettre en avant leur ukrainité. Mais en fait, il n'y a pas eu de résistance à cette dérussification. J'emprunte ce terme au collègue ukrainien Volodymyr Kulik, donc grand spécialiste effectivement des questions identitaires, de l'impact de la guerre sur la réidentification des Ukrainiens et sur leurs pratiques linguistiques. Par dérussification, il entend deux processus, celui que je viens déjà de retracer, donc tout un ensemble de politiques publiques mises en œuvre, et donc de lois, de dispositifs censés promouvoir la pratique de l'ukrainien, et dérussification, ce qu'il appelle par le bas, c'est plutôt la volonté des Ukrainiens de basculer de la pratique du russe vers la pratique de l'ukrainien. Donc c'est, une fois de plus, cette représentation de la Russie en tant que pays agresseur qui s'est cristallisée en Ukraine, pour certains dès le début en 2014, pour d'autres tout au long de ces 8 ans de conflit armé. Et donc cette volonté de marquer la distance avec la Russie en tant qu'État, mais c'est aussi la Russie en tant que pays où il y a beaucoup de locuteurs du russe, et précisément donc marquer cette distance par rapport aux Russes, des gens qui, sans passer directement vers l'ukrainien, c'est difficile même quand on est bilingue au niveau de la pratique de passer à l'ukrainien, mais qui privilégiaient la consommation des contenus en ukrainien, les contenus médiatiques par exemple, l'achat des livres uniquement édités en ukrainien. Et donc ces deux phénomènes se sont renforcés en procédant par le haut et par le bas, mais dans le même temps, il n'y a pas eu de résistance, dans le sens où la mise en application de ces mesures, donc par le bas, ça relève de la volonté personnelle, par le haut, la mise en application de ces mesures n'a pas été forcée, au sens où les russophones n'ont pas été discrédités en Ukraine. J'ai été extrêmement attentive précisément depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2019, et notamment ce volet qui imposait la pratique de l'ukrainien dans les services. Donc en août 2021, quand j'étais à l'est de l'Ukraine, et notamment tout proche de la ligne de contact, j'ai essayé d'observer les pratiques et de quelle façon ça se passe, les communications, suite à l'adoption de ces mesures. Et ce que j'ai vu, c'est que, certes, les vendeurs, par exemple, ou vendeuses dans les commerces, étaient censés répondre et engager la conversation en ukrainien, mais pouvaient ensuite très vite basculer, s'adapter tout simplement à la pratique linguistique et passer au russe si les personnes leur répondaient en russe. Et donc, à cet égard, il n'y a pas eu de résistance à ces mesures. Même s'il y a eu encore des positions pro-russes en Ukraine, effectivement, elles n'avaient pas disparu au bout de ces 8 ans de conflit, mais les positions ouvertement pro-russes, au sens de coopération non seulement économique, mais aussi politique, voire même la réintégration avec la Russie, ces positions pro-russes étaient limitées précisément aux territoires séparatistes. Donc des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Et cette position pro-russe, elle s'est exprimée par les demandes de réintégration à la Russie, à plusieurs reprises, en fait, demandes formulées par les représentants, les élites politiques, nouvelles élites donc, de ces territoires séparatistes, et position pro-russe aussi qui pouvait s'exprimer par le bas, notamment dans les sondages, en sachant que la question de réalisation des sondages dans les territoires séparatistes était difficile, au sens où on a un certain nombre d'interrogations épistémologiques sur la validité des connaissances tout simplement qu'on recueille dans des États qui ne sont pas des États de droit, dans des États où il y a des pressions, et l'expression publique des positions notamment pro-ukrainiennes était totalement impensable dans l'espace public. Mais on a eu quand même toute une série de sondages réalisés, avec beaucoup de précautions, encore une fois, voilà, toute cette réflexion sur ce qu'on recueille sur le terrain. Et ce qui ressortait de ces sondages, c'est que plus le conflit perdurait dans sa forme mal-étante, parce que le conflit était effectivement plutôt gelé ces dernières années, plus l'aliénation vis-à-vis de l'Ukraine, donc des résidents des territoires séparatistes, était grande. Mais ça s'explique par un certain nombre de phénomènes. D'abord, cette volonté de réintégration par le haut, un certain nombre de politiques mises en place par la Russie elle-même en direction de ces populations, et notamment l'accès facilité à la nationalité russe.
On sait que plus ou moins 600 000 personnes, résidents de ces territoires séparatistes, sur à peu près 3 millions, ont déjà acquis la nationalité russe entre 2019 et 2021. Et ensuite, il y a eu une volonté des autorités séparatistes de limiter la circulation par-delà la ligne de contact, et donc tous les échanges sociaux, familiaux, parfois même les contacts administratifs avec l'État ukrainien qui étaient coupés également. Et donc c'est tous ces éléments, ensemble avec la violence armée du début du conflit, donc de la guerre du Donbass, ont contribué à aliéner les populations dans les territoires séparatistes par rapport à l'Ukraine. Et je dirais que la position pro-russe la plus forte, elle était précisément limitée donc, à ces territoires de l'Est ukrainien. Effectivement, en 2014, j'ai travaillé sur le Maïdan, donc sur l'engagement citoyen, mais dans un mouvement social, dans un mouvement de protestation. Jusque-là aussi, j'ai travaillé plutôt en sociologie politique, sur les élites, en privilégiant une démarche ethnographique, donc assez proche des acteurs et surtout très attentive à leurs pratiques. Mais je n'étais pas sociologue de guerre. Je pense que je ne le suis pas devenue, même si depuis 2014, bien évidemment, j'ai dû me tourner aussi vers tous les travaux sur la guerre, et notamment vers les travaux qui défendent cette hypothèse continuiste de la guerre, que la guerre est une continuité. Elle est révélatrice d'un certain nombre de processus déjà qui travaillent en profondeur la société. Donc je suis allée lire, bien évidemment, les travaux d'autres collègues qui travaillent sur d'autres terrains, et notamment les terrains en guerre, pour une fois la sidération passée, bien évidemment, il y a cette phase-là également, quand le pays qu'on connaît, où on a beaucoup de liens, est bouleversé par la guerre, traversé par la guerre, on est aussi bouleversé en tant que, non pas en tant que chercheur ou chercheuse, mais aussi en tant qu'ami, proche, une personne proche donc des Ukrainiens. Je me suis tournée vers cette littérature-là, donc j'ai dû me former aussi en quelque sorte, pour tout en privilégiant à la fois ma démarche méthodologique, mon intérêt pour un certain nombre de formes d'engagement citoyen à l'arrière du conflit armé, m'inspirer et m'appuyer sur un certain nombre de travaux produits sur d'autres terrains et continuer à poursuivre toutes ces dynamiques sociales que la guerre accélère et qui se soldent voilà, par des transformations extrêmement profondes dans la société.